à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus à cette nouvelle édition. Vous pourriez faire un peu plus fort quand même, hein. Bienvenue à cette nouvelle édition de Jour de Paye 2025. Un an déjà, ça fait une paye. Voilà, c'est fait. Une salle comble ici à Paris. Vous êtes à peu près 1500 derrière votre ordinateur à nous regarder. Merci à tous. Vous êtes encore plus que l'année dernière, donc j'ai envie de dire, souvent on dit ça d'ailleurs, merci pour votre fidélité. Je vais demander d'ailleurs à toutes les personnes de cette salle d'applaudir toutes celles et ceux qui nous regardent derrière leur ordinateur. Allez-y. Ils vous applaudissent aussi et ils vous remercient. Jour de paye, une journée évidemment où l'on parle de ce que personne ne remarque tant que tout fonctionne bien, la paye, vous l'aurez compris, celle qui doit tomber à l'heure, sans erreur, ni surprise, parce que sinon, vous le savez mieux que moi, eh bien, c'est la panique. Et puis, entre cette fameuse ligne, votre salaire est versé et le bulletin final, il y a un monde de réglementation, de paramétrage, de logiciels, d'exceptions à gérer, de veille juridique, de fichiers à transmettre, de questions de collaborateurs à régler, bref, restez bien là. Vous l'aurez compris, sans parler évidemment du métier qui évolue vite, très vite. L'IA est en train d'arriver dans vos outils, les projets SIRH se transforment en véritable migration. Le rôle de gestionnaire de paye devient plus transversal, plus stratégique et parfois, disons-le, un peu plus flou aussi. Aujourd'hui, on a réuni des experts, des clients, des partenaires qui vont vous partager leur réalité, leurs doutes, leurs idées et bien évidemment leurs bonnes pratiques. Et ensemble, on va essayer de décrypter ce qui change, mais aussi ce qui doit peut-être ne surtout pas changer. Et puis, cette année, on a voulu également vous proposer un tirage au sort permettant de gagner des lots. Merci. Là, j'aurais été surpris que ça soit... Oui, et alors? Bon. Donc, pour ce faire, il suffit de vous connecter sur la page LinkedIn, Cegid for HR, en anglais Cegid for HR. Alors, vous avez le QR code qui vous amène directement sur cette page. Vous verrez, il est indiqué « Les perles de la paye ». Et donc, je vous invite à mettre un commentaire, une anecdote. Alors, je me pousse parce que je ne suis pas un QR code. Je vous invite donc à mettre un commentaire, une anecdote concernant votre quotidien en tant que gestionnaire de paye. En gros, votre perle à vous. Voilà, le tirage au sort a lieu ce soir à 18 h. Comme on dit, bonne chance. Et pour commencer cette matinée, je vous propose que l'on accueille le monsieur Paye de chez Cegid. Il est le Product Marketing Manager des solutions Paye entreprise de Cegid. Je pense que la plupart d'entre vous le connaissent. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, sous vos applaudissements, monsieur Jérôme Ricard. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents si nombreux en physique et puis aussi à distance. Merci aussi à tous les intervenants qui vont partager cette journée avec vous. Et pourquoi Jour de Paye existe-t-il? Pourquoi une seconde édition? Pourquoi c'est essentiel aujourd'hui? Eh bien, ce Jour de Paye existe parce que c'est un moment, peut-être une opportunité de prendre du temps, de prendre un temps pour vous, un temps pour échanger, pour prendre du recul, pour décrypter les grandes évolutions réglementaires qui arrivent. Elles arrivent tout le temps, depuis des années, mais il y en a encore plein qui arrivent prochainement. Pour challenger vos pratiques, pour interroger vos modes d'organisation. Aujourd'hui, on parlera d'externalisation, mais on parlera aussi évolution, transformation des compétences. On parlera IA, on parlera changement réglementaire, déclaration sociale, et puis on parlera bien entendu de paye. Vous entendrez des regards croisés avec des acteurs et des experts publics, avec des consultants, avec des praticiens de terrain,
mais aussi certains de vos pairs qui ont accepté de venir échanger aujourd'hui avec vous et avec nous. C'est cette richesse-là, ce sont tous ces experts du domaine qui font la valeur de cette journée. Cette journée qui se terminera par une respiration très inspirante, un vent venu du large. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous savez déjà que c'est Clarisse Kremer qui clôturera cette journée. Jour de paye, c'est un rendez-vous que nous avons voulu à votre image. C'est un rendez-vous qui est exigeant, concret, tourné vers l'action. Aujourd'hui, vous êtes plus d'1 millier, comme disait Fred tout à l'heure, de professionnels. Vous êtes gestionnaire, vous êtes responsable paye, vous êtes acteur externe, cabinet de conseil, vous êtes expert en SIRH et vous êtes venu partager vos enjeux, vos pratiques, écouter les enjeux, les pratiques des autres pour renforcer vos convictions que la paye, c'est aujourd'hui le plus beau métier du monde. Rien que cela, c'est un signal fort. C'est un signal qui dit la paye n'est plus un sujet aujourd'hui uniquement de back-office. C'est au cœur des équilibres de l'entreprise, c'est au cœur des équilibres financiers. C'est un métier qui renforce la confiance entre l'entreprise et les collaborateurs. Vous n'êtes plus seulement les garants de la conformité, vous êtes devenus des acteurs clés de la performance sociale, des équilibres financiers et de la maîtrise des risques. Le risque fait partie de votre quotidien. Le métier change et ce changement, aujourd'hui, vous le portez sans relâche, avec des calendriers réglementaires qui s'accélèrent, toujours, même si la régularité qu'a apporté la DSN a transformé le calendrier. Le calendrier s'accélère malgré tout. Les outils évoluent vite, les attentes des collaborateurs et de l'entreprise aussi. Il vous faut livrer juste, il vous faut livrer vite, tout en intégrant des nouveaux rôles, formés, alertés, automatisés et pilotés. J'aimerais que vous ressortiez de ce jour de paye plus clair sur vos priorités, plus confiant dans votre rôle et dans vos missions, peut-être plus inspiré par les expériences des uns et des autres et de tous ces intervenants que nous allons écouter aujourd'hui. Nous croyons fermement chez Cégide que la puissance de la fonction de paye, c'est sa rigueur, c'est aussi sa capacité d'évolution, c'est cette double exigence, maîtrise et transformation que vous incarnez chaque jour et de plus en plus fort. Je vous souhaite donc la bienvenue à ce second jour de paye et surtout de belles rencontres et de belles inspirations et de bonnes questions. Merci à vous. Merci beaucoup Jérôme. Allez, nous allons maintenant aborder notre première table ronde avec le sujet qui parfois fait un peu tourner la tête puisqu'il s'agit de la réglementation. Et vous le savez sans doute, il y a un nouveau président à la tête du JIP-MDS. Et juste avant d'accueillir nos panélistes, je vous propose que nous échangions quelques minutes avec donc le nouveau président du JIP-MDS. Merci d'accueillir sous applaudissements Marc Lucioni. Marc, bonjour, merci d'être avec nous pour ce premier jour de paye en tant que président du JIP-MDS. Et puis donc voilà, vous êtes devant des gestionnaires de paye. Pouvez-vous nous rappeler quel est le rôle de la mission JIP-MDS et surtout, avec votre arrivée récente, quelle est votre vision stratégique pour les prochaines années ? Cher Fred, eh bien, merci pour votre accueil. Merci Cégide d'avoir invité le JIP-MDS à participer à ce jour de la paye aujourd'hui. Cégide et le JIP-MDS travaillent depuis longtemps ensemble et c'est une vraie satisfaction d'être parmi vous. Le JIP-MDS, groupement d'intérêt public pour la modernisation des déclarations sociales. Alors je crois qu'on a fait une partie du chemin puisqu'on les a modernisées, la DSN est arrivée. Cette structure avec ce nom un petit peu particulier porte à la fois le principe de la DSN et le portail Net Entreprise. C'est une entreprise dans un ensemble de fonctionnement d'État. C'est une entreprise très particulière parce qu'elle amène à travailler ensemble des membres financeurs que sont tous les organismes type ACOS, France Emploi, France Travail, la CNAV, etc.
Des utilisateurs que sont les entreprises, que sont des tiers de confiance comme les experts comptables, que sont les syndicats, patronaux, salariés, et tout un tas d'opérateurs comme les éditeurs. Et toute la force de ce GIP aujourd'hui, c'est de faire travailler ce tour de table ensemble pour arriver à une véritable simplification. Pour vous présenter le GIP très rapidement en quelques chiffres, mais qui vous donne bien la dimension du travail qui est fait par les équipes aujourd'hui, c'est 2 millions d'entreprises inscrites en DSN, 28 millions de salariés qui sont déclarés en DSN, 30 millions de déclarations de DSN elles-mêmes, 10 000 experts comptables qui interviennent au quotidien pour réaliser à peu près 41% de ce volume de DSN, 30 millions de lignes individuelles en DSN, 70 millions en passereau. Passereau, ce sont toutes les déclarations de revenus hors dispositif salarié. Et aujourd'hui, on peut le dire, et on le dit avec une grande satisfaction, 80 procédures remplacées par la DSN, et il nous reste encore une trentaine à aller chercher. Ben voilà, on vous interrogera à la fin si vous avez retenu les chiffres. Merci. Dans tous les grands chantiers en cours, quelles sont selon vous les priorités à gérer dans les mois et années qui viennent pour accompagner au mieux les employeurs, mais également les éditeurs? Alors, dans ce travail que nous prenons avec Stéphane Sellier, qui est directeur général du GIP MDS et qui est également responsable de la mission interministérielle qui accompagne le GIP déjà depuis quelques années, nous prenons un GIP qui a su faire naître la DSN par sa gouvernance précédente, et notre travail aujourd'hui est de l'amener à maturité et de continuer à la développer. Pour ça, très concrètement, dans les quelques mois à venir, ça passe par quoi? Ça passe par l'intégration de la RATP en DSN, puisque l'ensemble des opérateurs aujourd'hui, quels qu'ils soient, doivent déclarer leur charge sociale en DSN. Ça passe par l'intégration de la CAVEC qui me tient à cœur. Je suis expert comptable commissaire aux comptes, et c'est notre caisse de retraite. La voilà enfin arrivée en DSN. C'est également, enfin, puisqu'elle était attendue, l'intégration de la DPAE dans les signalements d'amorçage de la DSN. C'est un chantier important et attendu, et on y est attentif, on va le pousser. Et la dernière chose, qui est un petit peu un irritant chez nous, ça s'appelle les comptes rendus métiers, les CRM. Aujourd'hui, en tant qu'opérateur... Ça réagit dans la salle. Oui, vous les utilisez. CRM. Trois lettres. Trois lettres. Qui sont choc. L'idée aujourd'hui est de travailler, puisque ça a été intégré dans la réglementation à venir, sur un CRM unique qui reprendra l'ensemble des retours faits par les différents organismes afin de vous simplifier la tâche et surtout de le rendre plus lisible. Parfait, merci beaucoup. On va continuer évidemment cette conversation. On peut applaudir Marc Lucioni, s'il vous plaît, pour cette introduction. Merci. Et donc, on va être rejoint par deux personnes, deux invités pour élargir la discussion aux défis donc, opérationnels dont vous parliez, entre autres, et réglementation de la paye et des DSN. Merci d'accueillir sous vos applaudissements Isabelle Van Kouwenberg, s'il vous plaît. On va s'asseoir là-bas. Et là, vous vous dites, il en manque un. Le pauvre. Tout va bien. Stéphane Sellier nous a appelé hier soir. Et il était au fond de son lit, 42 fièvre, mais il a tenu absolument à être avec nous aujourd'hui quand même. Donc, on est... Eh bien, le voilà. Applaudissez Stéphane Sellier, 39 de fièvre aujourd'hui. Voilà, ça va un peu mieux, mais merci d'avoir facilité cette prise de parole à distance. Évidemment, je suis désolé de ne pas être sur cette magnifique scène, à occuper un de ces très beaux fauteuils. Voilà. Sinon, je peux vous dire qu'à distance, la journée commence parfaitement. Voilà, il y a du rythme et c'est bien. Parfait. Donc, je vais essayer de faire, pour ma part, pour le mieux. Je me souviens des différents sujets que nous avions abordés avec vous. Stéphane, avec vous, Isabelle. Il y avait d'ailleurs Elisabeth Amber-Bottin. Vous parliez de DSN, de substitution, de labellisation des logiciels de paye, du fait générateur de cotisations et contributions sociales. Je suis sûr que tout le monde se le rappelle. Donc là, évidemment, forcément, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui s'est passé depuis un an? On en est où? Stéphane?
Les choses ont avancé plutôt positivement sur au moins 2 sujets. L'attestation d'assurance chômage, qui est un gros irritant identifié depuis le début de la conception de la DSN, puisque les premiers travaux avaient été faits de mémoire 2013-2014 sur le sujet. On arrive là, au bout de nos peines. J'ai investi pas mal de temps personnellement. On est côté administration, tout doit être décidé au plus haut niveau, et donc il fallait avoir comment dire, l'aval en fait de la ministre du Travail, et en fait c'est son cabinet quasiment au plus haut niveau du cabinet du ministre du Travail qui a effectivement validé le principe que en 2027, l'attestation d'assurance chômage n'aura plus à être remise par l'employeur. Elle s'affichera sur le portail Mes droits sociaux. Donc le salarié pourra aller la chercher sur Mes droits sociaux. L'employeur restera responsable du contenu de l'attestation d'assurance chômage à travers la déclaration DSN qu'il fait, c'est normal. En cas de contestation du salarié sur cette attestation, il se retournera vers l'employeur, comme aujourd'hui. Ça, c'est logique. L'attestation est fabriquée avec les éléments de la déclaration fournis par l'employeur. Mais en revanche, l'employeur n'aura plus à imprimer le document ni à le signer. Et s'agissant de la signature, puisqu'il faut un décret pour organiser cette évolution de l'attestation, je l'emploie pour m'assurer que, sans attendre la mise en ligne de l'attestation de 2027, c'est-à-dire dès la publication du décret, dont une version existe, elle a été élaborée par la DGT il y a 10 jours, nous l'avons regardée, nous sommes en train de faire des allers-retours pour s'assurer que tout va bien. Dès la publication de ce décret, nous allons essayer de faire en sorte que l'employeur n'aura plus à signer cette attestation en avance de phase de la mise en ligne en 2027, où tout se passera sur le portail des droits sociaux. Voilà. Alors, juste qu'on soit clair là-dessus, ça ne vaut que pour les attestations pour lesquelles la reconstitution par les données de la DSN aura pu être faite. Quand ce n'est pas le cas, l'employeur restera responsable de la remise papier signée. Alors, signé peut-être pas. On va essayer de lever cette contrainte. Mais quand l'attestation ne peut pas être reconstituée par la DSN, parce que, par exemple, il y a eu un changement de logiciel de paye et on ne peut pas reconstituer sur 36 mois la profondeur des salaires utiles, eh bien l'employeur restera dans l'obligation de remettre le document et on va éviter qu'il ait à le signer. Voilà, ça c'est le premier point. Vous m'avez interrogé sur la labellisation, la DSN de substitution. Oui, aussi, oui. DSN de substitution. DSN de substitution, là aussi, les choses ont bien avancé. Alors, le GIP MDS a beaucoup travaillé avec les 2 caisses nationales les plus concernées, à savoir la caisse des URSSAF, l'URSSAF Caisse nationale, et la caisse de MSA, qui seront l'opérateur de cette DSN de substitution pour l'ensemble des organismes. Une DSN de substitution, vous le savez, c'est aller corriger les éléments portés par des DSN qui n'auront pas été corrigés par l'employeur pour différentes raisons, parce qu'il ne peut pas, exemple encore celui du changement de logiciel de paye, ou parce qu'il ne veut pas. Voilà. La DSN de substitution est encadrée par des textes, il y a un contradictoire. Au bout du compte, la correction n'est pas faite par l'employeur, la DSN de substitution intervient. Cette DSN de substitution, elle va se mettre en œuvre dès cette année, en fin d'année, pour les suites de contrôle URSSAF, avec un rattrapage pour les années 2022, 2023, 2024, qui donnera lieu à des DSN de substitution donc à l'automne 2025. Et sur ces suites de contrôle, on rentrera dès l'année prochaine, 2026, au premier trimestre,
je dis au premier trimestre, je ne sais pas si c'est pas par hasard en avril, mais enfin, en tout cas au premier semestre, il y aura les DSN institutions suite de contrôle 2025. Donc ça, c'est les suites de contrôle. Et ensuite, il y a les fameux CRM de fiabilisation pour lesquels, là aussi, les DSN institutions vont commencer à être faites en 2026, là aussi autour du mois d'avril ou du mois de mai, après l'émission par l'URSSAF et la caisse de MSA d'un CRM de rappel annuel qui rassemblera toutes les anomalies qui auront été relevées par des CRM en 2025, mais qui n'auront pas été encore corrigées. Et dans ce cadre-là, il y a une période de laissée d'1 mois à l'employeur pour corriger. Et si ce n'est pas le cas, une DSN institution interviendra. Voilà. Donc, alors, peut-être aussi préciser que ces substitutions ne porteront que, pour commencer, sur les bases retraites utiles au calcul utiles aux cotisations des droits à retraite, en fait. Voilà. Donc, on commence par les droits à retraite. Et puis, progressivement, le champ de ces DSN institutions s'élargira à d'autres éléments de fiabilisation. Donc ça, c'est le deuxième sujet. Et le troisième sujet, la labellisation, là, je vais dire qu'on a pris le temps de la réflexion côté État pour savoir ce que l'on voulait faire. Ce qu'on veut faire, c'est partir du constat général, c'est que la paye, ça fonctionne en France, et que le but, ce n'est pas de casser quelque chose qui marche. Le but, c'est de faire en sorte que ce qui marche bien puisse, dans certains cas, être un peu meilleur sur certains attendus. Je parle des déclarations, en fait, DSN, à travers la paye, où on considère qu'il y a certains éléments pour lesquels l'ensemble des logiciels de paye ne sont pas encore au niveau attendu. Ce n'est pas la majorité des logiciels de paye. Et donc, la démarche, elle est pragmatique. Sur la base du volontariat, les éditeurs de paye pourront s'engager dans un processus de labellisation sur la base d'un référentiel qui visera des éléments assez structurants, en fait, de la paye et de la déclaration, savoir gérer des régularisations, savoir incorporer automatiquement certains taux réglementaires ou certaines informations réglementaires, tels les taux ATMP, les taux de cotisation assurance chômage. Donc, vous savez qu'ils sont modulés depuis quelques années. Voilà, c'est ce genre de choses. Donc, il y aura un référentiel qui ciblera non pas la totalité du cahier technique de la DSN, ce serait absolument ingérable, mais plutôt des attendus structurants et généraux qui sont atteints par la majorité des logiciels, mais pas tous. Et donc, on propose à tous ceux éditeurs qui sont à la hauteur de le faire savoir par un label public qui permettra de le faire. Faire savoir ce qu'il en est. Donc cette vision, on vient de la partager avec les éditeurs. Je parle sous le contrôle d'Isabelle. Mon esprit encore un peu fiévreux là ce matin ne me permet pas de resituer. Je crois que c'était au mois de mars qu'on s'est vu, qu'on a discuté de cela, et on va en reparler. Voilà, mais on est dans une optique qui se veut là aussi pragmatique. Merci, voilà, ainsi s'achève ce jour de paye. Stéphane, c'était très intéressant. Je ne vous entends pas. Ah, dommage, parce que c'était une petite... bon, bref. Isabelle. Oui, tout à fait. Quelques brefs commentaires. Tout d'abord, la suppression de la préhistorique et si lourde AER, attestation employeur rematérialisée. Bien sûr, en tant qu'éditeur de logiciels, nous nous réjouissons pour vous de cet allègement de procédure dont chacun va pouvoir bénéficier. Donc, c'est vraiment formidable. La DSN de substitution, bien sûr, nous y sommes très attentifs. C'est un enjeu important. Néanmoins, rien n'est plus important à nos yeux en tant qu'éditeur de logiciels que la correction des anomalies au mois le mois. On aura l'occasion d'y revenir plus tard dans d'autres événements, mais véritablement des anomalies
corrigés dans des DSN avant leur dépôt, des DSN encore à l'état de préparation, ou une fois que la donnée a été déposée, des corrections d'anomalies faites durant le ou les mois immédiatement suivants présentent quand même des avantages assez considérables, y compris sur le plan financier. Donc la DSN de substitution ne doit pas être le rendez-vous motivant pour cette correction. Labellisation des logiciels de paye, enfin, un mot pour dire que, bien entendu, la démarche en tant que telle d'aider les entreprises à choisir le meilleur logiciel pour leurs besoins, le plus fiable, ne peut être que saluée. Mais nous ne vous cachons pas notre franc scepticisme quant à la démarche choisie, cette démarche labellisation. Nous nous demandons toujours, et en dépit de la première approche pragmatique qui a été développée, si ce ne sera pas trop lourd, trop long, très administratif et formaliste. Donc vraiment pour nous, c'est encore un sujet d'étude et de réflexion, pas du tout d'enthousiasme. Voilà pour mes commentaires. Merci beaucoup Isabelle. Marc? Écoutez, C'est un mot, pardon. je crois que comme vous pouvez le voir, tous les sujets abordés avec le JPMDS avancent. Ils n'avancent pas toujours à la vitesse qu'on voudrait tous, mais comme vous l'avez compris, il y a énormément de parties prenantes, quel que soit le sujet. Et on se fait fort au niveau du JPMDS d'avoir une adhésion importante de l'ensemble des intervenants, des décisions collégiales. C'est ce qui nous permet de faire avancer les projets concrètement. Et je crois que vous en avez quelques exemples récemment. Absolument, absolument. Absolument. Stéphane, vous vouliez ajouter quelque chose? Pardon, peut-être un mot. Je partage totalement ce qu'Isabelle a dit sur la DSN de substitution. J'aurais peut-être dû le dire moi-même. Évidemment, c'est bien au fil de l'eau qu'il faut corriger lorsque les CRM arrivent, ce qui suppose que les CRM soient clairs, lisibles et qu'ils puissent être présentés par le logiciel de la manière la plus ergonomique possible pour en faciliter l'usage, ce qui est un des enjeux d'ailleurs de la labellisation, puisque ce serait un des thèmes. Voilà. Sur la labellisation, mais je comprends, Isabelle, que nous aurons l'occasion prochainement de rediscuter de tout ça pour trouver ce qui peut être fait d'utile. Merci beaucoup. Alors, puisqu'on est dans le concret, quels sont selon vous les autres sujets que vous souhaiteriez porter à notre attention aujourd'hui? Des alertes, des points de vigilance, des leviers à ne pas manquer dans les mois à venir. Allez-y, Stéphane. Malheureusement, je n'ai pas entendu le début de la question. Alors, la question, c'était quels sont selon vous les autres projets que vous souhaiteriez porter à notre attention aujourd'hui? Page 7. Des alertes, des points de vigilance, des leviers à ne pas manquer dans les mois à venir. La simplification, l'attestation. Oui, mais l'attestation, je viens d'en parler. Il y a peut-être un sujet, je crois, qui est un sujet d'attention. C'est la mise en œuvre de la directive sur l'égalité salariale femmes-hommes, sur lesquelles les choses se précisent. Là encore, je pense avec le maximum de prise en compte pragmatique des contraintes des entreprises. Donc, vous savez probablement que des indicateurs devront être fournis par toutes les entreprises de l'Union européenne. Il y a une loi qui va transposer cette directive en France et les travaux menés par la Direction générale du travail sur le sujet avancent bien. Ce qui se dégage, c'est qu'a priori, la première année d'application serait l'année 2027, qu'il y a 7 indicateurs qui seraient demandés, que sur ces 7 indicateurs, 6 seront calculés à partir des données de la DSN. Donc, l'employeur n'aura pas de travail dès lors qu'il aura déclaré les informations habituelles dans sa DSN. Le JPMDS travaillera à calculer les indicateurs pour 6 sur 7 d'entre eux. Le 7e ne sera pas calculé par le JIP parce qu'il supposerait d'aller alourdir la déclaration DSN pour avoir des informations sur les catégories d'emploi au sein de l'entreprise, qui sont des éléments qui varient d'une entreprise à l'autre, ces catégories, et donc il n'a pas paru raisonnable de surcharger
le recueil de données DSN. Et donc là, ça sera l'employeur qui devra élaborer ce 7e indicateur. Pour les entreprises de plus de 250 salariés, le recueil sera annuel et commencera en 2027. Pour les entreprises entre 150 et 250 salariés, le recueil sera triennal, une fois tous les 3 ans, et commencera pour les entreprises les plus grosses, donc à partir de 2027. Et pour les entreprises plus petites, en dessous de 150, l'horizon est, si je ne me trompe pas, 2030. Voilà, les indicateurs seront affichés sur un portail public sous comment dire, le logo de la Direction générale du travail. Et c'est le JIP-MDS, donc encore une fois, qui fournira les informations pour les 6 indicateurs qu'il aura calculés. Voilà, je pense à un élément qui peut peut-être, je l'espère, rassurer l'ensemble des gestionnaires de paye. Il y a peut-être un autre sujet, alors qui lui est dans le paysage depuis longtemps, qui est un gros sujet de préoccupation, c'est le fait générateur. Si vous me permettez d'en dire un mot. Donc là aussi, alors c'est l'application d'un décret de décembre 2017, qui n'est pas toujours pas en œuvre, ce qui montre combien sa mise en œuvre n'est pas évidente et supposait un travail préparatoire. Ce travail préparatoire, mes collègues de la direction de la sécurité sociale, s'en sont emparés vraiment fortement il y a maintenant à peu près 18 mois. Et progressivement, le travail de discussion avec principalement les éditeurs de paye a permis d'arriver à des compromis qui font que dans quelques jours, peut-être quelques semaines, en tout cas avant le 13 juin, le BOSS va être modifié pour prévoir les règles et ces règles-là seront commentées à l'occasion de l'instance dite doctrine sociale à laquelle certains d'entre vous participent. Et je crois savoir que dans la salle, j'ai ma collègue Oriane Amiot qui, le cas échéant, si c'est possible, pourra vous compléter, vous donner plus d'informations sur le cas. Mais voilà, on est dans la logique, effectivement, de fournir à l'ensemble des gestionnaires de paye, des éditeurs, le point de convergence qui se situe donc dans une évolution du BOSS qui, vous le verrez, est marquée par le saut du pragmatisme. Voilà. Merci beaucoup Stéphane et merci d'avoir fait ce lancement pour Oriane. Ça m'évite de le faire pour tout à l'heure. Marc, Isabelle. Stéphane, peut-être un sujet sur l'intégration du temps partiel thérapeutique? Oui, alors le temps partiel thérapeutique, là, c'est encore... Je vais m'installer un petit peu plus dans mon fauteuil, là, je crois, parce que là... Voilà. Je vous laisse vous installer mieux. Donc Merci, le temps Stéphane. partiel thérapeutique, c'est effectivement une des lacunes importantes de la DSN, qui fait qu'on a toujours une DSIJ, qui est encore transmise par à peu près 30% des employeurs, alors que la DSN doit pouvoir accueillir l'ensemble des informations utiles à l'assurance maladie pour gérer les arrêts de travail et les reprises sous le mode de travail allégé ou à temps partiel. Voilà, donc le temps partiel thérapeutique, nous avons bien avancé là aussi. Nous sommes en train, nous avons une réunion il y a une dizaine de jours avec un panel, on appelle ça les groupes de contact DSN, avec un panel d'éditeurs et de responsables de paye. La discussion n'est pas encore totalement allée au bout, mais a permis de constater qu'il y avait un blocage sur l'ajout d'une donnée
qui a été demandée par l'URSSAF pour le calcul des effectifs, c'est la quotité de temps partiel thérapeutique. Donc on a bien pris en compte le fait que clairement il n'y a pas, je dirais, d'enthousiasme pour ce recueil de cette nouvelle information. Et donc j'ai pris l'initiative de demander à l'URSSAF, de proposer à l'URSSAF de faire pour le calcul des effectifs, pour tenir compte de la personne n'est pas à temps plein, d'utiliser d'autres informations qui sont déjà portées par la DSN pour faire un calcul dont je pense qu'il permettrait une approximation suffisante par rapport aux besoins qu'est le calcul des effectifs. Donc là, mes amis et collègues de l'URSSAF doivent me répondre d'ici la fin du mois de mai, et je pense que donc on pourra enchaîner probablement une nouvelle réunion avec le même groupe de contact, panel d'éditeurs et de déclarants, pour aller un peu plus loin sur notamment les situations de régularisation ou de différentes situations sur lesquelles on pense que le modèle auquel nous avons pensé et travaillé depuis un an fonctionne, pour faire en sorte que les éléments utiles pour avoir cette déclaration du temps partiel thérapeutique en DSN puissent être bien posés, bien clarifiés, bien consensuels pour l'été 2025, de telle sorte que le cahier technique de la norme DSN 2027, qui sera publié à la fin de cette année 2025, puisse les intégrer. Et donc, l'horizon qu'on s'est fixé, c'est un temps partiel thérapeutique en DSN en 2027, et nous travaillons dans cette logique-là. Voilà. Parfait, merci. Oui, Isabelle, vous voulez dire quelque chose? Juste peut-être un petit mot final pour ce qui me concerne, c'est-à-dire qu'effectivement, pour nous, donc l'intégration en DSN du pré-calcul, donc d'une proposition de calcul du futur index égalité femmes-hommes totalement revu, en refonte, est un sujet important. 2027-2026, il y a des préparatifs et une étape en 2026. Et puis, de façon plus immédiate encore, le chantier majeur sera bien évidemment le fait générateur de cotisations sociales, donc son décret de 2017, son décret de 2023, et puis apparemment un futur décret partiellement rectificatif, enfin qui modifiera encore un petit peu le cadre avant qu'il se stabilise et s'éclaircisse au sein du BOSS. Donc on aura largement l'occasion d'en reparler, c'est effectivement structurant et majeur. Merci. Parfait, on me dit dans l'oreillette que je n'ai pas, que beaucoup de questions vous attendent. Donc si vous voulez bien, nous allons conclure cet échange pour pouvoir donner la parole évidemment à l'audience. Donc vous allez pouvoir ainsi poser toutes vos questions. Isabelle, Marc, Stéphane, que souhaiteriez-vous nous dire? Quel est le message que vous souhaiteriez passer aux responsables de la paye, aux DRH, aux DAF, aux patrons d'entreprise, partenaires qui sont avec nous aujourd'hui, qui nous regardent? On commence avec vous, Isabelle. Très bien, merci. Donc vraiment, ce sont des rendez-vous que l'on suivra avec vous. Donc, sous le contrôle de Jérôme Ricard, je voudrais dire que nous aurons vraiment des occasions de développer ces sujets, index égalité femmes-hommes, fait générateur, DSN de substitution et correction des anomalies au mois le mois. Donc voilà, autant de propositions que nous vous ferons, d'accompagnement et d'explications. Et nous espérons que vous pourrez en profiter durant les mois qui viennent. Mais avant tout, un grand merci au JPMDS et un grand merci à la MIDS de nous nourrir tout d'abord de ces explications, de ces éclaircissements et de tous ces nouveaux textes. Merci à vous. Merci Isabelle. Stéphane. Très simplement, c'est le cas de le dire, mettre toute notre énergie pour garder le système de collecte des données le plus simple possible. Et donc, avec Marc au GIP et moi avec ma double casquette de responsable de la mission interministérielle vis-à-vis de mes collègues des administrations, faire passer ce message que la simplification, garder le système le plus simple possible, et c'est compliqué, on le sait bien, est indispensable si on veut continuer à faire fonctionner ce système magnifique qui a été créé avec la DSN dans les années qui viennent. C'est un système très complexe, il doit rester simple pour que les données puissent être recueillies
et circuler avec toute la fluidité nécessaire et surtout avec la qualité qui s'attache aux enjeux qui sont derrière ces données, puisque derrière, c'est des calculs qui touchent tous nos concitoyens, c'est leurs droits sociaux. Voilà, donc voilà, simplification pour garder un système en bon état de fonctionnement. Merci Stéphane. Marc? Écoutez, comme vous le voyez, avec Stéphane, nous sommes assez en phase sur ce que nous souhaitons faire de ce GIP pour les années à venir. Stéphane a toute la correspondance technique et toute la correspondance d'État. Je représente plus les utilisateurs. On s'entend très bien, on fonctionne bien. On a un travail important à faire puisqu'un GIP, comme beaucoup d'organismes d'État, fonctionne avec des feuilles de route triennales. La feuille de route triennale s'achève cette année en ce qui concerne le GIP. Elle correspond à la feuille de route de la gouvernance précédente. Nous avons fait le choix avec Stéphane de ne pas repartir trop vite et de nous donner un délai d'1 an pour pouvoir faire un tour de table de l'ensemble du conseil d'administration du GIP avec tous les opérateurs proches ou moins proches de la DSN, de manière à repartir sur un cap qui corresponde réellement aux nécessités et aux attentes de chacun. Donc on se donne 1 an, on va essayer de requérir un maximum d'avis, d'opportunités. Donc n'hésitez pas à profiter des interventions aujourd'hui pour nous faire remonter les quelques questions ou idées que vous pourriez avoir concernant le GIP MDS. Nous sommes preneurs de ces idées. Parfait, merci beaucoup. Un grand merci à vous trois pour tous ces éclairages extrêmement concrets. On sent bien que l'ambition de simplification est réelle et que cette ambition doit s'ancrer évidemment dans la réalité du terrain, des outils et surtout des équipes payes. On va maintenant prendre les questions depuis la salle. Et vous l'aurez compris, si vous avez des doléances concernant, je ne sais pas moi, par exemple, poser la question suivante: quand pourra-t-on enfin compter sur une base de connaissances vraiment fiable, claire et à jour, notamment avec les DSN, par exemple? Ça me paraît très judicieux, vous voyez. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, Marc, Stéphane, Marc. Voilà. Alors, maintenant... Non, on ne peut pas laisser dire ça après ce passe très sympathique vis-à-vis du GIP. Vous savez, la base de connaissances, pour nous, c'est un sujet fondamental parce que c'est un outil que vous utilisez au quotidien. Il fallait le réformer, on a lancé cette réforme. Loin d'être simple, parce qu'il vous faut à la fois des infos en temps réel et toute une historisation qui nécessite une refonte, une relecture de l'ensemble des fiches, une harmonisation qui est très lourde. Et les équipes du GIP sont mobilisées pour ça. Une fois de plus, comme je vous le disais, on ne fait pas tout à la vitesse à laquelle on voudrait que ce soit fait. Mais en tout cas, on va dans le bon sens et c'est important. Bien sûr. Et quitte à avoir la parole, je vais la garder jusqu'au bout, juste pour vous préciser une dernière chose dont je suis fier aujourd'hui. Ça s'appelle une Stéphane, ça. Voilà. Vous savez, à l'heure où on parle aujourd'hui de réduction budgétaire, de gel des dépenses, comme on l'entendait ce matin à la radio, d'une démarche gouvernementale qui veut inscrire énormément de simplification dans les calendriers d'évolution de toutes les structures d'État en tout cas, mais impactant aussi les entreprises. On parle de simplification, et des simplifications, il y en a beaucoup qui ont été lancées, il y en a moins qui ont réussi, mais je suis très fier aujourd'hui de présider une institution qui a réussi ça, parce que la DSN est une vraie réussite aujourd'hui, et je crois qu'on doit le saluer. Et je tiens à ce qu'on insiste réellement sur la qualité du travail des équipes du GIP, qui est énorme et qui ira toujours dans le bon sens en ce qui concerne les utilisateurs. Voilà. Parfait, très bien. Bah oui. Alors, question. Je rappelle qu'évidemment, pour toutes celles et ceux qui sont derrière leur ordinateur et qui vont évidemment aussi peuvent participer à poser des questions, dans le chat qui est en dessous, vous envoyez vos questions. On a un call center qui reprend toutes les questions. On ne va pas toutes les prendre, mais en tout cas, allez-y, envoyez-les. Évidemment, on va les proposer. Mais on va commencer par la salle qui attend qu'une chose, c'est de se lever d'un seul homme pour poser une question. Ou pas? Si, merci beaucoup. C'est toujours la première question qui est... Bonjour. Bonjour. Vous êtes? Isabelle Janot, je travaille pour le groupe Vive 3 Île-de-France. Très bien. Pas sur la solution Cégide. Et donc, pas très bien. Voilà. C'est pour les sponsors. Et donc ma question portait sur les CRM et en fait
le délai qu'on a pour pouvoir corriger les anomalies. Donc, vous parlez d'un délai d'1 mois pour corriger les anomalies. Mais nous concernant au sein du groupe, on dépose les déclarations à la fin du mois avec les CRM qui nous parviennent le 5. J'ai du mal à voir comment on arrivera à corriger pour le mois suivant les modifications qu'on devrait apporter suite à vos CRM. Je trouve que le délai est un peu court. Quelle est votre question? Donc, comment on fait par rapport à ce délai d'1 mois seulement pour apporter toutes nos corrections? Et, je peux peut-être répondre, Isabelle compléterait. Il n'y a pas de délai d'1 mois. J'ai évoqué tout à l'heure le délai d'1 mois, mais c'est dans le cadre de la DSN de substitution, où là, c'est la voiture balai, on est sur quelque chose qui est réglementé. En revanche, sur les CRM qui arrivent au mois le mois, le mieux, c'est de les corriger le plus vite possible, si possible le mois suivant, de corriger donc à travers la DSN suivante. Mais dans le contexte que vous décrivez, madame, si à l'impossible nul n'est tenu, si ce n'est pas le mois suivant, il faudrait que ce soit le mois d'après, de telle sorte que les anomalies constatées par le CRM ne soient pas justement, ne figurent pas dans le CRM de rappel annuel qui sera élaboré par l'URSSAF et la MSA l'année d'après et qui pourrait donner lieu à une DSN de substitution. Donc voilà, il n'y a pas de délai impératif pour prise en compte des CRM. Comme l'a dit Isabelle, je crois tout à l'heure, le mieux c'est de le faire au fil de l'eau. Mais si pour différentes raisons liées à votre organisation, ce serait trop compliqué de le faire le mois même, pour le mois suivant, il faudrait arriver à le faire en revanche le mois d'après. Parfait, merci beaucoup. Une autre question de la salle peut-être, ou bien je ne sais pas, Marianne, depuis... Oui, j'ai une question ici, très pratico-pratique. Pourquoi ne pouvons-nous pas recevoir les CRM par mail au lieu d'aller les chercher sur Net Entreprise? Vous avez entendu, Stéphane, la question? Oui. Alors, je sèche un peu. L'idée, c'est que les CRM soient de plus en plus normalisés et intégrés, traités automatiquement par le logiciel qui fait votre paye pour vous les présenter dans votre environnement de travail. Donc ça, c'est la cible. Le mail, ça ne me paraît pas, mais je peux me tromper, une ambition, l'ambition qu'on peut avoir aujourd'hui. L'idée, c'est plutôt d'intégrer les retours métiers des organismes à travers, à terme, un CRM unique qui puisse être exploité automatiquement parce qu'il aura été normalisé par le logiciel de paye. Et le logiciel de paye, par des développements qui sont effectivement envisagés sur le logiciel de paye, vous les mettre à disposition dans l'environnement de travail. Pour compléter peut-être ce que dit Stéphane, l'ADSN et de fil en aiguille, les CRM, c'est vraiment une technologie machine-to-machine. Or, aller réorienter aujourd'hui une partie des flux via mail, c'est une technologie différente, c'est une sécurité différente, ça met en jeu énormément de choses qui ne sont pas prévues initialement dans le dispositif, puisque depuis le début, les CRM doivent être traités en automatique. Il y a un peu de retard à l'allumage, c'est pour ça qu'on va vers ce CRM unique, mais on garde à l'esprit qu'on reste en machine-to-machine. Parfait, merci beaucoup. On peut prendre peut-être une dernière question de la salle. Non. Ah si, peut-être ici. Merci beaucoup. Et ce sera la dernière question. Bonjour Julia, comment vous appelez-vous? Julia Butet, association Monsieur Vincent. Le micro collé au menton. Là, ok. Parfait, merci. Non mais toujours. Voilà. Je le mange, c'est ça? Au menton, au menton. J'ai une question sur les attestations Pôle emploi.
Donc, on dit il n'y aura plus ils vont plus être rematérialisés. Parfait. Ça va partir dans l'espace de salarié. Parfait. Comment est-ce que gestionnaire de paie pourra corriger les données qui étaient rematérialisées s'il n'y a pas de rematérialisation? Comment est-ce que je peux savoir, OK, quand c'est KO, j'ai un CRM, il dit on ne peut pas reconstituer. Parfait. Mais si on reconstitue et que mes données ne sont pas bonnes, on fait comment? Merci, Julia. Voilà, mais c'est justement un des sujets qui est en cours de traitement. Il y a eu une réunion, je crois, lundi matin sur le sujet, vendredi matin, pardon, je me perds, sur le sujet. Nous sommes en train de travailler avec France Travail et l'UNEDIC pour justement traiter la question que vous posez, madame. Voilà, de telle sorte que dans les cas où l'attestation aura pu être reconstituée mais présente des défauts, vous puissiez en être informé et procéder aux régularisations nécessaires. Voilà. Parfait. Et ce sera avant le salarié. On est d'accord qu'on va être alerté avant que le salarié reçoive l'attestation dans son espace, parce que si lui, il reçoit, et nous, après, on reçoit aussi les informations, ce sera un peu tard. Lui, il ne sera pas content. Julia, ce n'est pas une conversation, c'est une question, puis après on enchaîne. Parce que là, Merci, on n'y sera pas. Avec plaisir. On en parlera plus précisément l'année prochaine, par exemple, puisqu'on sera à peu près un an de l'évolution en 2026. Et on sera ravis de vous accueillir, Stéphane. On le souhaite en tout cas physiquement. Je vous souhaite un prompt rétablissement et je vous demande d'applaudir une nouvelle fois Stéphane, Marc et Isabelle. Merci beaucoup pour cette table ronde. Merci bien. Merci.